Fait que bienvenue dans le monde de React. On s'est dit qu'on veut apprendre une nouvelle technologie. Donc, quand on veut apprendre une nouvelle technologie, souvent, il faut aller regarder sur le site, voir qu'est-ce qui est disponible. Parce que souvent, ta première idée, c'est de dire, OK, ben, je vais aller voir la documentation de cette librairie-là, je vais aller tout de suite voir tout comment ça marche, mais de tout de suite sauter dans la documentation, habituellement, c'est un peu se tirer dans le pied. Okay? Parce que c'est un peu dire, je veux apprendre une langue, fait que je vais aller lire le dictionnaire. C'est comme, oui, théoriquement, il y a des choses à apprendre en lisant un dictionnaire au complet, mais c'est peut-être pas la meilleure manière de voir un aperçu de qu'est-ce que c'est supposé de faire, ta langue. Okay? Donc, souvent, qu'est-ce qu'il va y avoir avec les différents frameworks, avec les différentes librairies? Ça va être soit un tutoriel, soit un mini-projet qu'on peut aller facilement travailler, chercher pour comprendre qu'est-ce qui se passe avec cette librairie-là, qu'est-ce que ça nous offre rapidement. Donc, le but des tutoriels, ce n'est pas de comprendre avec la minutie des choses tous les éléments qui sont disponibles dans le projet, dans la librairie, c'est de voir les grandes lignes, okay? De voir, OK, c'est quoi les fondements derrière cet élément-là, qu'est-ce que ça me permet de faire, c'est quoi les mécanismes fondamentaux, c'est quoi les mots-clés qu'il faut que je comprenne, qu'il faut que je travaille pour être capable de travailler avec cette librairie-là, avec ce logiciel-là quelconque. Donc, on va commencer aujourd'hui en regardant le tutoriel de React. OK? Donc, si on regarde ce tutoriel-là, ça dit là, ce tutoriel n'assume aucune connaissance préalable de React. Okay? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous lancer dans ce monde-là, puis qui va nous tenir la main à chaque étape pour nous faire travailler, puis nous faire avancer dans cet élément-là. Fait qu'on va aller regarder la première partie de ce tutoriel-là. Okay? Donc, on va se rendre jusqu'à, ici, les Developer Tools, jusqu'à temps que le Completing the Game, on va le garder pour des sessions futures pour nous. Puis, une fois qu'on aura fini l'overview, ben là, on va pouvoir aller commencer à aller regarder la documentation pour comme revenir en arrière, reprendre les mêmes pas, mais là, regarder la minutie de chacune des étapes qui est disponible derrière. Fait que on commence en passant, moi je suis le tutoriel en anglais parce que ben, les technologies de l'Internet, ça se passe en anglais. Il y a, si vous avez de la misère quand vous allez le faire par vous-même, React est quand même gentil, il y a la possibilité d'avoir le tutoriel en différentes langues, dont le français. Donc, vous pouvez changer la langue du tutoriel, mais par défaut, moi, je vais toujours montrer les choses qui sont dans le langage du travail du web, qui est l'anglais. Ça va toujours être la dernière version, celle qui est la plus mise à jour, celle qui a le moins d'erreurs. Donc, ça tombe bien, ce tutoriel-là, il est vraiment comme mis à la pâte. Donc, on va regarder comment ça se passe. Fait qu'on peut aller regarder premièrement juste qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, ce que ça va nous donner, c'est un jeu de tic-tac-toe, okay, qui est interactif dans notre navigateur. Donc, on a ici, qu'est-ce que ça va nous donner comme fenêtre finale. On a un petit quadrillé. À l'intérieur du quadrillé, je peux cliquer sur les cases, puis ça me crée un jeu qui change d'état. Puis, quand je réussis à faire un tic-tac-toe d'un bord ou de l'autre, j'ai un gagnant qui est indiqué. On va aussi avoir à la fin complètement le principe d'un historique qui va me permettre de revenir en arrière à certains moves, puis de recommencer. Puis là, je peux retravailler au besoin. Puis refaire les choses comme j'ai besoin. Donc ici, ça utilise un constructeur d'applications web, qui est une application web elle-même. Là, donc en gros, on peut avoir le JavaScript, le HTML de cette application-là ici. Mais nous autres, on va vraiment essayer de le faire à l'intérieur d'un environnement local, juste pour voir les différents outils qu'on va utiliser au travers de la session. Fait que on a vu c'est qu'est-ce que ça donnait. Fait que la seule chose qu'on a besoin de savoir, donc il faut connaître du HTML, il faut connaître du JavaScript, il faut connaître une version récente du JavaScript, donc c'est pour ça qu'on a fait notre retour sur du JavaScript. Donc si on parle de arrow functions, c'est quelque chose qu'on a vu à la dernière période, le let, le const, le principe de classe. Donc le principe de classe, j'ai juste assumé que vous saviez c'était quoi là.
Donc, si je vous parle d'une classe, puis je vous parle de méthode, ça devrait vous dire quelque chose. Je n'ai pas été dans la spécification de comment ça marche en JavaScript, parce que c'est pas mal standard. Parfait. Donc, on va commencer par se setuper notre projet. Pour être capable de faire ça, on a, soit que je peux directement l'utiliser, comme j'ai dit, dans une application qui est dans mon browser, mais nous, on va faire un développement local. Fait qu'on va aller regarder comment setuper un environnement local. Pour avoir un environnement local, il me faut un serveur web qui va rouler, puis quelque chose qui va installer la librairie de React. Donc, on a déjà réglé ce prérequis-là, parce que pour être capable de faire ça, il faut installer préalablement Node.js sur notre ordinateur. Ce qu'on a déjà fait, on a déjà travaillé avec ça, on a réussi à exécuter nos différents fichiers JavaScript. Fait que là, ce qu'on veut faire, c'est utiliser le dépôt de librairie qui s'appelle NPM. On en avait parlé la dernière fois. Donc, le principe, c'est qu'avec Node, c'est juste l'interpréteur, c'est juste la chose qui roule le JavaScript. Mais avec ça, on a une autre application qui s'appelle NPM, le Node Package Manager. Donc, le but de NPM, c'est d'être capable de dire, OK, si moi j'ai construit un logiciel, ou j'ai construit une librairie, ou j'ai construit un framework que je veux que d'autres personnes utilisent, je peux publier ces éléments-là sur NPM. Puis, à ce point-là, n'importe qui a installé Node peut écrire une commande, puis ça va installer sur son ordinateur localement cette librairie-là pour son utilisation. Donc, React est distribué pour les développeurs sur NPM. Ça veut dire que nous, on va invoquer NPM pour être capable de l'utiliser et de construire une application avec React. Là, on va même aller une étape plus loin. Puisque les applications de React, c'est quelque chose qui est très, très, très commun, ils ont créé des scripts qui nous permettent de créer un environnement de développement complet pour être capable de gérer une application de React. Donc, le principe ici, c'est qu'on a une sous-commande qui s'appelle npx. Donc, npm, c'est juste la commande générale pour travailler avec npm. npx, c'est pour exécuter un script spécifique qui va habituellement créer quelque chose ou setuper quelque chose. Donc, le script qu'on utilise, ça s'appelle Create React App. Je vous laisse deviner qu'est-ce que ça fait. Donc, ce script-là va ensuite avoir besoin d'un nom de dossier qui va être qu'est-ce que nous, où c'est qu'on va aller mettre notre application qu'on veut travailler avec. OK? Donc, ici, ce que je vais faire, c'est je vais m'ouvrir un petit terminal. Je vais aller à un endroit qui m'est opportun pour travailler. OK. Fait qu'une fois que je suis dans un dossier quelconque, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On va-tu enlever des choses? On va l'enlever. J'en avais déjà un. Mon Dieu, c'est long. Où tu veux. OK. Excellent. Donc, ici, je fais un petit clear pour que ça soit... On le voit. Fait que je vais créer mon npx, create React App. Puis là, ici, je peux lui donner le nom que je veux. Là. OK. Donc, moi, je vais l'appeler, mettons, React Tutorial. React plutôt. OK. Donc, on va mettre même un petit trait d'union entre les deux, juste par principe. OK. Fait que ça ici, ça va créer un dossier React Tutorial, puis ça va installer un environnement de développement complet pour une application React. Puis, ça prend du temps. OK? Donc, le principe ici, c'est que le Create React App, c'est quelque chose qui va télécharger des milliers de packages, en fait, là, des milliers de sous-librairies, parce que ça installe la librairie de React, ça installe une librairie de test, ça installe la librairie de développement, ça installe un serveur web pour tester nos affaires. Donc, ça va aller chercher un paquet de stuff, ça nous crée un environnement de développement complet. Donc, il faut y laisser le temps de créer ça.
Mais à partir de là, on va avoir quelque chose de facile et convivial pour créer, tester, débugger notre application React. Évidemment, quand je vais déployer ça sur le web, quand je vais avoir fini mon application, ça ne sera pas aussi gros que qu'est-ce que je télécharge. Quand je build ça, ça fait un dossier d'une 80 MB à peu près, une centaine de MB. Mais la librairie elle-même est très, très, très légère. Ici, c'est vraiment l'environnement de développement qui est lourd, qui a beaucoup de stock pour nous aider sur différentes facettes. Fait qu'on laisse travailler ça. Là, je l'ai parti dans mon terminal, juste pour démontrer que je peux le faire dans le terminal. Une fois qu'il va avoir créé le dossier, je vais aller l'ouvrir avec Visual Studio Code. Donc, pour démontrer qu'on peut directement l'avoir, puis j'aurais pu très bien immédiatement l'ouvrir dans Visual Studio Code, ouvrir le terminal, puis dans Visual Studio Code, puis partir de là aussi. Donc, dans Visual Studio Code, on va aller ouvrir ce dossier-là. Excellent. Alors, je vais attendre que ça finisse, puis je vais fermer le terminal une fois qu'il va avoir terminé. Mais on peut voir ici qu'on a le scaffolding de base, l'architecture de base d'une application React. Donc, je peux voir ici que j'ai terminé. Je peux voir ici que je peux faire yarn start. Ça nous dit que c'est ça qu'on peut faire. Donc, on va aller ici. Donc, si je regarde dans mon dossier, j'ai un README qui me dit tout ce qui peut se faire avec cette application-là. On a un dossier source qui va y avoir les éléments que je vais vouloir utiliser avec mon application de React. Donc, je peux voir ici, j'ai plein de fichiers .js. Puis, j'ai un dossier public qui va être en fait, qu'est-ce qui va être servi par mon serveur web. Donc, quand je vais rouler mon application, je peux voir ici que j'ai un index.html. C'est ça qui va être envoyé directement à mon client quand je vais essayer de rouler mon application. Fait que juste pour s'assurer que tout est beau puis que tout fonctionne, je peux ouvrir mon terminal. Comme ça. Puis à l'intérieur, je peux écrire la commande qui me permet de partir ce serveur web-là, qui est yarn start. Vous allez voir dans les tutoriels, dépendamment de où vous regardez, ça va être soit marqué yarn, soit marqué npm. Donc, c'est deux applications qui font la même chose. Fait que les deux ont pas mal les mêmes commandes. Yarn est un petit peu plus efficace parce qu'il a été créé par la suite de npm, puis il y a comme des raccourcis qu'il utilise. Donc, si vous regardez les choses plus modernes, ça va souvent montrer yarn à la place de npm. Mais si tu fais npm start, ça marche tout aussi bien, ça va faire la même chose. Fait que yarn start, ce que ça fait, c'est que ça roule un serveur de développement, ça rouvre automatiquement un navigateur, puis ça va démontrer l'application que tu as dans ton environnement de développement. Ça prend quelques secondes la partir la première fois, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est un environnement dynamique qui est créé. Fait que on laisse le temps à l'application de loader une première fois. Et voilà, on a l'application React par défaut qui est disponible ici. Puis si je regarde, je peux voir ici, va-t'en dans le source app.js. Fait que si je m'en vais dans le source app.js, je peux voir ici le code qui crée cette application-là. Je peux voir ici le texte. Puis si je change quelque chose, puis je sauvegarde le changement, automatiquement, la page est reloadée pour voir les changements de manière dynamique. Donc, l'environnement de développement est fait pour avoir du hot reload, qui fait en sorte que tu peux facilement débugger, facilement comme construire ton application pendant que tu es en train de coder. Ce qui est assez différent du principe de je code des choses pendant des jours, je paye sur le push,
là, je vois que ça marche pas, je recommence à coder pendant 20 minutes, je repaye sur le push, j'attends une minute, je regarde. Fait que là, c'est beaucoup plus dynamique pour la création de l'environnement. Fait qu'on a notre projet qui est maintenant disponible. On va l'arrêter ici, donc je vais faire un petit CTRL-C à l'intérieur de mon terminal pour arrêter mon développement. Je vais fermer cette petite page-là, puis on va retourner à mon tutoriel. Donc mon tutoriel me dit, va-t'en dans le dossier source, puis delete tout ce qu'il y a dedans. Je suis comme, ok, bon. On part à 0 à l'intérieur de notre dossier source. Puis ça nous dit, parfait, va mettre deux fichiers, index.css puis js.css à partir du code de ces deux pages-là. Fait que parfait, on va faire ça. Index.css, index.js. Puis on va copier-coller le code de départ. Puis ça nous dit, dans l'index.js, rajoute ces importations-là. OK, sure. Whatever you say, boss. Comme on peut voir ici, ça ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. Hein? Donc, encore une fois, le principe des tutoriels, c'est pas nécessairement de te guider sur chacune des interactions, qu'est-ce qu'il va y avoir de besoin. C'est vraiment juste pour te montrer les grandes lignes, puis on suit le tutoriel. Si on se pose des questions, on se dit, ben, c'est quand je vais aller lire la documentation que je vais commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe. Là, c'est juste quelqu'un qui me tient la main puis qui me fait un tour du parc d'attractions. OK? Fait que à ce point-ci, là, ça me dit, OK, ben, je peux faire mon yarn start. Puis on devrait être capable de voir juste le board de tic-tac-toe vide avec aucune interaction. Et voilà. Fait que on peut voir ici, on a le texte qui est écrit ici, je peux voir qu'il existe ici, puis il y a des carrés qui sont des boutons, ok, puis je peux voir ici, bon, j'ai un bouton, j'ai un class name, ok, que nous, on est habitué juste à avoir avec class, mais habituellement, les classes, ça fait partie du CSS. Puis si je m'en vais dans mon CSS, ben, je peux voir ici que j'ai effectivement une classe qui s'appelle Square. Donc, je peux voir ici que ça, c'est des boutons hein, qui sont juste mis dans un quadrillé. Puis qu'en ce moment, quand je clique dedans, il ne se passe rien parce qu'il n'y a pas rien d'attaché avec. Okay? Fait que je sais que ça, c'est des boutons qui sont peaufinés avec du CSS, mais en ce moment, il n'y a rien qui se passe dans mon projet. Parfait, fait qu'on va commencer à regarder le tutoriel. Fait que c'est quoi le principe de React? Okay? Donc, le principe de React, c'est une librairie qui est déclarative et efficace pour des interfaces utilisateurs. Fait que ça me permet de prendre des composants, de les agencer ensemble, puis de créer des interfaces qui sont très complexes. Fait que le principe fondamental de React, c'est le principe de composant. Okay? Un component en anglais. Donc ici, pour créer un component, ça nous donne un exemple de comment est-ce qu'on pourrait écrire ça. Donc on peut voir ici qu'on a une classe. Okay? On voit que la classe a un nom. On voit que ça l'extend une classe qui existe déjà, hein, qui est React Component. Donc c'est la librairie qui dit, ben moi j'ai des affaires qui sont des components, puis toi tu peux spécialiser cette classe-là, l'extend, puis dire, moi voici l'affaire que moi je veux afficher. À partir de là, je peux voir que ça a des méthodes. Okay? On peut voir que ça a une méthode render, sûrement que c'est une méthode qu'on surcharge, hein, qui existait déjà dans React Component. Puis à l'intérieur, on voit qu'on a un return. Puis là, on a ce qui semble être... Attends, je vais mettre ça un petit peu plus pour que ça fitte. On voit qu'on a ici ce qui semble être des balises HTML. Hein? Des divs, des H1, des UL, des LI. OK? Là, ici, c'est quelque chose de spécial qui s'appelle du JSX, qui va nous permettre de mélanger
des balises normales d'HTML dans du JavaScript. Fait qu'on va y revenir tantôt, mais le principe, c'est qu'on a une description de quelque chose, puis à chaque fois que je vais avoir cette liste-là quelque part dans ma page, je vais pouvoir l'invoquer à l'intérieur de balises comme si c'était un nouvel élément HTML. Fait que, on est ici, bon, fait que ça dit tout ce que je disais. Là ici, quand je travaille avec ces éléments-là, qu'est-ce qui se passe derrière ça? C'est un langage intermédiaire qui a été créé avec React, donc c'est pas quelque chose que tu es obligé d'utiliser, mais on va l'utiliser parce que ça nous aide vraiment en lisibilité puis en facilité d'utilisation. Mais en gros, c'est une manière de représenter qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur d'une page web, mais que derrière, c'est en fait des fonctions qui sont appelées. Fait que, en gros, quand on a des balises comme ça, lui, il va voir ça, puis il va le transformer en code JavaScript derrière. Fait que si on a notre div de tantôt, OK, donc notre balise div qu'on a ici, OK, puis on peut voir qu'il y a du stock à l'intérieur, ben lui derrière, ce qu'il va faire, c'est qu'il va transformer ça dans un appel de fonction qui va s'appeler createElement, qui va dire fais-moi un div, à l'intérieur, fais-moi ces options-là, puis à l'intérieur, fais-moi autre chose que ça va être d'autres createElements qu'on a vu. Donc, le JSX, c'est une manière de faire assemblant qu'on a du HTML à l'intérieur de notre JavaScript, okay, qui est comme l'inverse de ce qu'on est habitué. Habituellement, on a du JavaScript à l'intérieur du HTML dans les balises script. Ben, là, on va avoir du HTML dans notre JavaScript, mais il faut se souvenir derrière que c'est de la traduction. Donc, c'est un outil qui nous permet de nous faciliter de faire ça sans trop se badrer derrière. Fait que si on regarde, on va regarder un peu qu'est-ce que nous on a comme code. Donc, encore une fois, on regarde des grandes lignes. On n'est pas obligé de comprendre chacune des minuties de qu'est-ce que c'est supposé de faire. On regarde la structure générale. Je sais que ça me donne quelque chose de même. Fait qu'on a dit que quand on travaille avec React, c'est le principe de composants. Fait qu'on agence des composants ensemble pour être capable de créer quelque chose de complexe. Fait que si je regarde des composants, ben, je peux voir que ici, j'ai le plateau de jeu, le board, j'ai les différents carrés de jeu, les squares, puis après ça, il va y avoir le principe de la partie elle-même qui va être le game. Fait que si je regarde le code qui s'agence avec ça, je peux voir, j'ai le square. Le square, c'est juste un des petits carrés, qui est représenté par un bouton HTML. Fait qu'on peut voir ici que chaque petit carré, c'est un bouton HTML. Après ça, j'ai le board. Ben, le board, lui, comment il va marcher? Je peux voir ici que lui, il y a une méthode renderSquare qui génère des squares. Donc, on avait vu tantôt que quand on avait une classe qui est un component, on peut commencer à l'utiliser comme si c'était comme une nouvelle sorte de balise, puis ça va comme générer cet élément-là. Puis, je peux voir ici que j'ai le render du board, que lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il render les 9 carrés, encore une fois, avec un petit peu de CSS pour faire en sorte que ça fasse un petit quadrillé de 3 par 3. Donc, on a le principe du carré, puis le carré est invoqué et demandé d'être présenté 3 par 3 fois de suite, ce qui nous crée le board. Puis après ça, on a la partie qui va y avoir le board à l'intérieur, puis ultimement, il va y avoir aussi l'historique, puis à qui c'est le tour qui va se passer ici. Fait qu'on peut voir que le principe de React, puis le principe de composant, c'est vraiment un principe d'imbrication. Donc, tu commences avec le plus petit élément, tu le crées. Une fois que tu l'as fait comme tu veux, tu peux l'utiliser dans d'autres éléments plus grands que tu vas utiliser comme une espèce de building block, puis c'est comme des Lego, puis là, tu construis, puis tu construis, puis tu construis. Puis, à chaque étape, chaque élément est comme genre bien agencé, tu as pu le tester, puis après ça, tu peux l'inclure dans des affaires de plus en plus grandes. Parfait. Fait que on va commencer à regarder c'est quoi les éléments intéressants que tu peux faire avec ce genre d'application. Fait que la première chose qu'on va regarder, c'est le principe de donner des données, de passer des données, de fournir des données, de donner des données, ça c'est un tongue twister, là, on ne gardera pas ça. Donc, quand j'ai un component, comme mettons mes différents carrés,
puis qu'à chaque carré, j'aimerais ça que ça affiche quelque chose d'individuel, ok, pour être capable de gérer ça facilement. Ben, comment je fais pour que j'aille quand même ma classe, ok, carré, mon component carré, mais qu'à chaque fois, il y ait quelque chose de différent qui soit affiché à l'intérieur? Ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le concept de props. Donc, le concept de props, c'est des informations que je donne à chaque component avant que celui-ci se dessine dans mon navigateur, dans ma fenêtre. Fait que, comment est-ce qu'on va changer ça? Donc, si je regarde ici, là, dans mon board, j'ai toutes mes 9 carrés qui apparaissent, puis quand j'utilise cette méthode-là, j'envoie une valeur i, okay, qu'en ce moment, qui n'est pas utilisée nulle part. Fait que moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que mes différents carrés reçoivent cette valeur i-là, puis l'affiche à l'intérieur du carré. Fait que la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que j'envoie la valeur dans chacun des carrés. Fait que pour faire ça, on utilise ce qui est habituellement des attributes. Donc, je me suis donné un attribute que j'ai appelé value. Donc ici, le mot value, c'est moi qui ai décidé que c'était ça. Ça aurait pu être banane, ça aurait pu être patate. Là, j'ai mis value parce que c'est juste une valeur que j'envoie. Fait que la première partie, c'est que quand je vais invoquer mon component, il faut que je lui fournisse l'information. C'est comme une espèce de propriété, props. Comme une valeur quelconque. Ensuite, dans la partie du square, ben là, il faut que j'aille chercher cette propriété-là pour pouvoir l'utiliser. Donc, la propriété fait partie d'une propriété qui s'appelle props. Puis, celle-ci va recevoir... Oups, c'est pas i que je veux marquer, c'est value. Va recevoir toutes les différentes props que j'aurais pu y passer. Fait que là, si je regarde, ma petite application a déjà changé un petit peu. Donc, j'ai envoyé à mon square une valeur quelconque. J'ai récupéré cette valeur-là et je la fais afficher dans chacun des différents carrés. Fait que je peux voir ici que quand j'ai créé le board, j'envoie des valeurs. Ces valeurs-là sont envoyées au component. Le component utilise cette propriété-là, cette props-là, pour afficher une valeur distincte. Donc, ça veut dire que si je change ici le code, ben, je peux voir ici que, aussi qu'il y avait le 1, ça affiche maintenant 9. Donc, l'information se propage à l'intérieur de mon application. Donc, une des premières grandes choses de React, c'est d'être capable d'avoir des blocs qui sont répétables, des components. Puis les components, je peux leur envoyer des informations avec les props. Fait que ça, c'est un des premiers gros concepts de React. Deuxième concept, ça va être le principe d'état. Donc là, j'ai envoyé quelque chose, mais je l'envoie une fois, puis ça fait juste pas changer jamais. Là, je veux travailler sur quelque chose d'interactif. Donc, je vais être capable qu'à un certain moment dans la vie de mon application, ça soit d'un état, puis qu'à un certain autre moment, ça soit d'un autre état. Donc, si je veux faire un jeu de tic-tac-toe, au début, mes carrés sont vides, mais à un certain point, il va y avoir un X ou un O dans le carré. Donc, je vais être capable que mes petits carrés soient capables d'afficher un état courant. Donc, quelque chose qui va changer à travers la vie de mon application. Parfait, fait qu'on va commencer en travaillant sur le principe d'interactivité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter à notre bouton. Donc ici, je vais le mettre sur l'autre ligne. Donc, sur notre bouton, on va rajouter une action à faire. Donc, on a ici le onClick, qui va me permettre de dire quand je clique sur le bouton, fait quelque chose. Puis, à l'intérieur, on voit qu'on a une fonction d'expression, comme on avait vu au dernier cours. En fait, ce tutoriel-là est un petit peu vieillot. On pourrait même utiliser un arrow function pour faire la même chose. Donc, c'est une fonction qui ne reçoit aucun paramètre, puis que la seule chose que la fonction fait, c'est faire
une alerte qui va marquer clic à l'intérieur. Donc, ça ici, ce que ça fait, c'est que ça vient de changer les boutons de mon application. Quand je vais cliquer sur le bouton, ça devrait exécuter le code suivant. Hein? Donc, principe d'interactivité de base, quand je clique sur quelque part, il se passe quelque chose. Donc, quand je clique sur un des carrés, ça invoque la méthode click. OK, on est bon. Ça fait des choses. Parfait. Là, évidemment, je veux pas que ce soit juste ça qui se passe. Moi, ce que j'aimerais, c'est de travailler sur le principe d'état. OK? Donc, je veux que quand je clique sur mon carré, je veux que ça marque, admettons, un X dedans. Fait que pour être capable de travailler avec ça, il va falloir instaurer un état dans mes composantes. Donc, le principe d'un état, on peut y penser comme qu'on pense à des propriétés dans des classes habituellement. Hein? Donc, tu sais, dans une classe, on a des différentes propriétés, puis quand on va voir les objets, ben, ces différents objets-là vont pouvoir avoir des valeurs associées à ces propriétés-là, puis ces valeurs-là vont pouvoir changer dans le processus de notre application. Fait que en React, ce nom-là de choses que je veux sauvegarder, mais qui peuvent changer à un certain moment donné, on appelle ça du state, okay? Un état du composant. Fait qu'il y a deux choses à faire pour travailler avec l'état. Premièrement, il faut y indiquer que ça existe. Fait que on va rajouter à notre petit square on va y mettre ça un petit peu plus peux-tu me formater ça s'il te plaît? Merci. Donc ici, quand on a une classe en JavaScript, okay, ben, le principe de classe, en général, on a besoin de constructeurs. Hein? Donc souvent, dans des langages, le constructeur, c'est une méthode qui a le même nom que le nom de la classe. Ben, en JavaScript, c'est pas comme ça. En JavaScript, le nom du constructeur, c'est constructor. Fait que c'est assez simple. C'est toujours le même nom de méthode. Donc ici, on a le constructeur de notre square. On peut voir que les constructeurs en React, okay, donc reçoivent tout le temps des props, on va revenir à ça, mais encore une fois, la minutie des choses, on ne regarde pas. Nous, qu'est-ce qui est important à regarder aujourd'hui, c'est qu'on a une propriété qui s'appelle state, okay, qui est un objet. Okay, ça veut dire qu'on a ici des accolades avec des key values. Donc, on a la value, le nom de la clé que j'appelle value, puis comme valeur, je mets nul à l'intérieur en ce moment pour qu'il n'y ait rien. Ici, en passant, point intéressant à mentionner, on a ici une virgule okay, qui traîne dans notre liste. Okay? Puis ça fonctionne pareil. Donc ça ici, c'est des comma termination qu'ils appellent. Fait que le principe, c'est que quand on travaille avec une liste, là, admettons que j'avais un paquet de key value. Hein? Puis, habituellement, ce qu'il faudrait, c'est que le dernier, il n'y ait pas de virgule. Hein? Si on peut comprendre ça, j'en ai 3, okay, j'aurais le value 2, le value 3, puis ça marcherait. Mais là, je me rends compte que, ouais, en fin de compte, j'ai pas vraiment besoin de celle-là. OK? Fait que, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux faire delete, OK? J'ai enlevé la valeur 3, ça va bien. Ben, dans plusieurs langages de programmation, ça va faire en sorte que ça va arrêter de compiler. Hein? Parce qu'on a une virgule qui, à la fin, qui traîne, puis qui n'est pas supposée être là. Fait que JavaScript, pour l'efficacité, okay, se dit que quand j'ai une liste d'éléments, le dernier élément peut avoir une virgule. Comme ça, ça me permet d'avoir à n'importe quel moment, okay, plein de possibilités qui arrêtent de bugger. Hein? Parce que là, si j'enlève la value 3, ben ça marche pareil, parce qu'on a une affaire qui est à la fin. Même principe, si je décide juste dans du reformatage de dire « Ah ouais, non, en fin de compte, le value 3, il devrait être au début, hein, parce qu'il est comme plus important, je veux qu'il voie plus », ça ne change rien dans l'opération de mon programme. Si par avant, j'avais pas de virgule ici, ben là, ça fera en sorte que ça ne marcherait plus, puis le value 2, il fera en sorte que ça ne marcherait plus non plus, là, il faudrait que je fasse bien attention, ça créerait bien des changements, ça serait de la merde. Fait que,
en JavaScript, quand on écrit une liste séquentielle de choses, que ce soit dans les déclarations d'objets ou, mettons, un array list ou quoi que ce soit, tu peux avoir le dernier élément qui termine avec une virgule, même si c'est le dernier élément. Alright. Donc, avec ça, on a le principe de valeur qui vient avec notre... Alors, on a le principe d'état. Okay? Donc, un état qui s'appelle value. Fait que là, en ce moment, on a deux affaires qui s'appellent value. On a une propriété qui s'appelle value, puis on a un état qui s'appelle value. OK? Là, ce que je veux faire, c'est je vais être capable de modifier cet état-là. Fait que ici, ce qui va se passer, premièrement, c'est qu'à la place d'être this props.value, on va faire this state.value. Parce que le prop, je peux l'utiliser. OK? Fait que en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça l'affiche l'état value, hein, qui est nul par défaut. Donc là, dans chacun de mes différents carrés, on n'a rien qui est affiché. Rien de trop fancy ici. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le contenu du onClick. J'ai trop été chercher des choses jusqu'ici. Et voilà. Donc, je vais changer le contenu du onClick. Donc, à la place de juste faire un alert, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va appeler une méthode qui s'appelle setState. Donc, l'état en React, c'est quelque chose de très, très, très fondamental, okay? Puis qu'il y a beaucoup de mécanismes accrochés après. Parce que le principe, c'est que quand on travaille avec une application, on veut juste rafraîchir la page quand il y a un changement à faire. Donc, le principe de l'état, c'est de dire que lui est conscient de quand est-ce qu'il y a un changement, puis c'est lui qui va gérer le fait de remettre l'application à jour, de réafficher l'application. Puis ça va faire en sorte que s'il y a plusieurs modifications d'état en même temps, lui va pouvoir les mettre ensemble puis faire en sorte qu'il n'y aura pas besoin d'avoir un réaffichage par modification. Il va pouvoir prendre plusieurs modifications ensemble puis réafficher pour que ce soit quelque chose qui est efficace dans le navigateur. Puis pas que s'il y a plein de choses qui se passent en même temps, que ton navigateur commence à mourir puis que ton ordi surchauffe juste parce que tu as Facebook d'ouvert. Donc, on a une méthode spécifiquement faite pour ça qui nous dit, ben, change l'état value pour le texte X. Fait que quand j'ai ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, maintenant, quand je clique, fascinant. Donc, on a réussi à rentrer de l'interactivité dans notre application. Okay? Quand je clique sur une case, ça l'invoque le changement d'état de la case. Puis, ce changement d'état-là est réaffiché dans notre application, ce qui fait en sorte que quand je clique sur des cases, ça l'affiche un X à l'intérieur. Puis, ça ici, c'est... OK, bon, il y a pas mal de lignes de code là, pour le board, là, OK, mais c'est juste comme du normal. Toute la partie d'interaction, c'est faite en une dizaine de lignes. OK? Vous essayerez de faire ça en jQuery. Ça va être intéressant. OK? Parfait. Dernière chose à parler, c'est les outils de développeurs. Donc, ici, dans l'application React, OK, il y a des extensions pour les navigateurs qui me permettent de débugger les applications de React. Donc, ça s'appelle les React Developer Tools. Okay? Fait que pour Chrome, pour Edge, pour Firefox, tu vas aller chercher cette extension-là. Puis, ce que ça va faire, c'est que quand tu vas inspecter la page, hein, j'imagine que l'inspecteur d'une page, c'est quelque chose que vous avez déjà ouvert dans votre vie. Okay? Pour aller voir les différents éléments, tu peux aller voir la console s'il y a eu comme des problèmes. Ben, ça nous rajoute un nouvel onglet de composants React. Fait que quand je clique sur cet onglet-là, je peux aller voir, OK, lui, il détecte que c'est une application React, puis il est capable de voir que, OK, c'est
les différents composants. Non seulement ça, mais quand je clique dessus, je peux voir c'est quoi les différentes propriétés qu'il y a dans ce composant-là, c'est quoi les différents états qu'il y a dans ce composant-là, puis c'est quoi leur valeur courante. Fait que si, admettons, je clique sur celui-là, je peux voir que la valeur de son état est rendue à X. Je peux voir que le props value est encore à 2, mais on ne l'utilise plus, on ne l'affiche même plus. Si je reclique là-dessus, puis je décide de cliquer à l'intérieur de lui, je peux voir que la valeur a changé à l'intérieur de l'inspecteur. Donc, quand on va développer nos applications React, je vous conseille d'aller chercher l'extension React Developer Tools. Puis, ça va vous permettre aussi de regarder c'est quoi les sites qui sont créés en React. Okay? Fait que, une fois que vous avez ça, si vous allez sur Facebook, vous allez pouvoir voir comment c'est quoi l'architecture de Facebook qu'ils utilisent avec les différents components. Excellent. Fait que ça fait une première partie. On a vu comme les concepts fondamentaux de React, juste en copiant un petit peu de code, puis en regardant qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a vu que dans React, on a le principe de component, hein, qui est comme le bloc fondamental que je peux après ça agencer, recréer, reconstruire comme j'ai besoin. On a vu le principe de props qui me permet d'envoyer des informations à mes différents composants. Puis on a le principe d'état qui me permet de dire, OK, ben, quand j'ai quelque chose qui bouge, quand j'ai quelque chose qui change, je peux le mettre à l'intérieur d'un état dans mon programme. Fait que ça fait partie, ça c'est notre première partie d'aujourd'hui. On vient de voir la moitié du tutoriel qui vient avec React. Fait que ça nous permet de voir les gros concepts. Okay? Donc on n'a pas été dans la minutie, on ne sait pas trop le render, on ne sait pas trop c'est quoi les différentes affaires, on ne sait même pas comment la page HTML a fait pour faire ça, mais on sait que ça fait ce genre de choses-là. Fait qu'on va prendre une petite pause ici, puis on va revenir en plongeant dans la partie de documentation pure, où c'est que là, on va revenir sur toutes ces étapes-là beaucoup plus tranquillement, puis on va aller regarder, OK, chaque étape, comment ça fait pour marcher, c'est quoi toutes les possibilités qui viennent avec ça. Donc, on est de retour de pause, on vient de passer le tutoriel. Ben, la moitié du tutoriel, assez pour être capable de aller voir dans la documentation, puis être capable de voir qu'est-ce qui se passe dans la minutie des choses. Donc, on met le tutoriel de côté, puis on va commencer à aller voir la documentation de React. Fait qu'on peut voir ici, par défaut, on a des premières informations, OK, comment le rajouter, comment le créer. Nous autres, on a déjà créé une application, on sait déjà comment créer une application locale. Fait que pour l'instant, on peut regarder ça en billet grandement. Nous, ce qu'on va aller voir, c'est les concepts principaux. Fait qu'aujourd'hui, on va s'attarder sur les 3 premiers points, juste revenir à la base, voir comment est-ce que React fonctionne, comment est-ce que ça s'attache à une page web. On va aller voir plus en détail le principe de JSX, puis on va voir c'est quoi l'élément fondamental qui nous permet de créer des éléments dans la page web. Fait que on va commencer avec notre petit Hello World. Ici, pour se faciliter les choses, on va se créer une nouvelle application qui, cette fois-ci, je vais le faire dans WebStorm. Fait que vous allez voir, moi je vais changer d'IDE à chaque fois, okay, juste pour démontrer que les deux sont disponibles. C'est à vous de décider lequel qui vous parle le plus. Fait que on va se créer une autre application de React dans WebStorm. Fait que on avait WebStorm. On part WebStorm. J'ai mon splash screen sur mon autre écran, mais ça load. Parfait. Fait que on a ici le principe de WebStorm. On peut se créer un nouveau projet. Puis dans les nouveaux projets, on peut voir que dans la liste, okay, il est déjà là, le React App. Okay, donc lui va nous permettre en fait de créer automatiquement le projet qu'on a besoin. Ça l'utilise Node automatiquement. On peut voir que lui va utiliser le Create React App pour nous, puis va le faire dans le dossier qu'on va avoir spécifié. Donc ici, juste en cliquant sur notre Create, on va le mettre dans un autre projet, parce que là ici je suis en train
l'avais déjà créé celui-là. On va juste le fermer. Je vais en créer un nouveau. Puis on va l'appeler DocReact. Comme ça. OK. Fait que lui, par défaut, quand je fais ça, il va faire le Create React App. Puis on peut voir ici qu'il est en train de faire la même besogne qu'il a faite la dernière fois. Donc, une des affaires un peu plates de React, c'est que à chaque fois que je veux avoir un nouveau projet, il va falloir réinstaller les différents bouts de librairie à l'intérieur du dit projet. Donc, ça prend une bonne centaine de megs à chaque fois. Là. Mais le principe, c'est que ces éléments-là, c'est pour configurer notre environnement de développement. Donc, on va y laisser le temps de travailler là-dessus. Puis, on va commencer à regarder le principe fondamental de c'est quoi une application React. Donc, pour être capable d'avoir une application React, il faut avoir une méthode qui s'appelle render du React DOM. Puis, à l'intérieur, il va y avoir un élément à afficher, puis un emplacement où on va vouloir afficher cet élément-là. Ici, tu commences à me donner des fichiers un petit peu? Non, pas encore? OK. Fait que on va l'essayer ici pour l'instant. Ah, tu m'as donné des fichiers. Excellent. Fait que nous autres, on va juste tout enlever ces éléments-là pour l'instant. On va juste garder le index.js. Oups. Puis à partir de là, on va avoir le React DOM Render que nous, on va remplacer par ça ici. Fait que le principe ici, c'est que dans notre application JavaScript, en ce moment, on a une classe qui s'appelle React DOM qui va être importée de la librairie React DOM qui est installée automatiquement avec notre installation de React. On va voir plus en détail au fur et à mesure de la session comment ça travaille les modules puis l'importation d'éléments. Donc pour l'instant, on sait juste que c'est comme importer une librairie, c'est comme un import en Java. Donc ça va chercher dans cette librairie-là cette classe-là. Fait que cette classe-là a une méthode render qui a deux paramètres. Donc on peut voir ici que dans la méthodologie d'affichage en JavaScript, on essaie d'étaler les choses pour facilement bien les voir. Fait qu'on peut voir, j'ai une méthode, j'ai deux paramètres d'entrée. Le premier qui est un h1 avec un hello world à l'intérieur, puis l'autre qui est un getElementById de type root. Là, si je veux partir cette application-là, il y a différentes manières de faire. Donc, on peut voir ici que j'ai juste un Python play avec mon npm start. Les commandes npm sont aussi disponibles en bas à gauche dans un onglet npm dans React. Donc, je pourrais aussi double-cliquer sur le start ici. Les deux vont partir notre application, puis l'afficher dans notre petite fenêtre une fois que le serveur de développement va être parti. On va laisser le temps de travailler là-dessus. Excellent. Fait qu'on peut voir ici qu'on a le Hello World qui s'affiche. Puis si je le modifie, je peux voir que c'est automatique, c'est complètement dynamique comme affichage. Fait que là ici, on va regarder puis on va s'attarder un petit peu plus sur comment est-ce que ça fait pour travailler avec ça. Donc si je regarde,
quand je fais cette page-là, c'est, quand je m'en vais sur un site web, ça s'en va directement sur le index.html. Hein? Donc, on avait dit que quand on travaille avec React, ça me fait un serveur web, puis ça crée un dossier public. Puis dans le dossier public, il va y avoir des choses que je peux accéder directement, comme le index.html. Si je regarde ici, j'ai l'index.html. Puis dans l'index.html, bon, j'ai du boilerplate, là, juste pour dire des informations de base. Puis j'ai mon body. Puis la seule partie qui est vraiment importante, c'est cette partie-là ici. Donc j'ai un div. Puis le div, j'y donne un ID de type root. Donc le nom ici que j'utilise, c'est comme ça que React sait que, OK, le stock que je mets ici, c'est ça qui va prendre la place de cet élément-là. Donc ici, le nom root que j'ai donné, c'est par rapport au nom du div que j'ai créé dans mon index.html. Si je regarde cette page-là, là, en ce moment, si je regarde, il n'y a aucun script qui fait référence. Là. Fait que là, la question, c'est comment est-ce que ça fait pour prendre mon index.js puis avoir ça dans la page. OK? Fait que là, si je regarde la page source qui est ici, là. Donc, on va regarder la page source. Je peux voir que c'est exactement toute la même chose qui était dans l'index, sauf une ligne de différence ici en bas. Je peux voir que j'ai un script qui est rajouté. En fait, j'en ai quelques-uns. Là, si je regarde, là, il y en a une couple qui vient avec. Le principe ici, c'est que dans notre environnement de développement, on va vouloir avoir un paquet de scripts, okay, qui va vouloir être ajouté. Okay, parce que je ne veux pas tout mettre dans l'index.js. Quand on va avoir une application, on va vouloir avoir différents fichiers qui vont interagir entre eux autres. Fait que pour être capable de gérer ces différents modules-là, on a une application, okay, qui est installée avec notre Create React App qui va nous permettre de faire ce qu'on appelle un bundle. Donc, en gros, ça va prendre tous nos fichiers JavaScript, okay, ça va tous les combiner ensemble, puis ça va faire juste un méga fichier que je vais pouvoir transmettre avec la page, puis je vais pouvoir aussi l'optimiser en même temps pour faire en sorte que ce soit le plus petit possible. Donc, en gros, quand je mets des scripts dans mon dossier source, okay, on a nos applications qui sont installées avec le Create React App qui va faire en sorte que tous nos fichiers sont bundlés ensemble, ils sont tous automatiquement gérés, puis moi je peux les utiliser dans mes applications sans problème. Fait qu'on sait un peu plus comment est-ce que ça se passe, okay, derrière pour être capable de dire, ben, à la base, il faut avoir un React DOM render, okay, qui va aller chercher le root, puis à partir de là, je peux commencer à aller mettre du stock dedans. Okay, donc si je fais juste mettre, admettons, du texte, okay, je peux voir que ça va mettre directement le texte aussi à l'intérieur. Fait que là, le principe, c'est, OK, là, ce que j'ai mis, par exemple, c'est Hello Monde. OK? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a parlé tantôt de ça, c'était du JSX, qui est une espèce de langage intermédiaire qui nous est fourni pour nous aider quand on va travailler avec du HTML à l'intérieur de notre code JavaScript. Donc, ça ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, c'est une expression. Ça veut dire que je peux commencer à travailler avec. Ça veut dire que je peux décider de, mettons, le mettre dans une variable. Ouh, too much. Hein? Je peux décider de le mettre dans une variable. Puis à partir de là, je peux utiliser cette variable-là, puis dire, OK, ben, c'est toi que j'utilise pour faire mon render. OK? Donc, si je change ça, hein, on peut voir que ça marche quand même. OK? On a réussi à sauvegarder le JSX à l'intérieur d'une variable, puis c'est cette variable-là qu'on affiche. On a vu tantôt que derrière, OK, il y a des fonctions, puis il y a une traduction qui se passe, mais nous autres, on ne va jamais revenir à ça. On va toujours utiliser la version JSX, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec. Quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ces balises-là, donc on peut voir qu'on peut mettre du texte, mais je peux mettre des éléments qui vont être évalués. Donc, je peux me faire
une petite variable. Là, si je veux utiliser cette variable-là, juste de l'utiliser directement, ça marche pas, hein, parce que ça va prendre le texte littéral de name, ça va pas aller chercher la variable name. Pour faire afficher le texte évalué de ça, il faut l'entourer d'accolades. Okay? Donc, avec des accolades, ce que ça va faire, c'est que ça va évaluer le contenu, puis le résultat en chaîne de caractères, c'est ça qui va être affiché dans notre balise. Du fait que c'est évalué, ça veut dire que ça peut très bien être n'importe quoi, hein, qui va me donner une évaluation. Donc, ça peut être un résultat d'une expression, ça peut être le résultat d'une fonction. En fait, on va aller regarder ce principe-là à l'instant. Donc, si on fait ça encore un petit peu plus fancy, juste par principe. Donc, j'ai mon élément, hein, qui a encore le hello, mais là, à l'intérieur de la partie évaluée, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va chercher la fonction format name, puis ça va lui donner le mot-clé user. Okay? Le mot-clé user, en fait, c'est une variable que j'ai déjà faite, c'est un objet qui va avoir deux éléments, le first name, le last name, Hugo, le blanc. Fait que si je regarde le résultat de ça, je peux voir que ça prend l'appel de la fonction, ça va chercher le résultat, hein, qui est une concaténation de chaînes. En passant, si je pourrais faire une concaténation d'une autre manière, hein, avec les backticks, comme on avait vu, où c'est que j'utilise ici le backtick, je mets ça entre accolades, je mets un espace, je mets ça entre accolades, puis je mets un autre backtick par la suite. Et puis je mets des signes de $ en avant des éléments. Et ici, il y a deux backticks, il m'en faut un. Ici, il me faut un deuxième backtick. Excellent. Come on. Ah, il a juste planté. Attends, on va remettre. C'est supposé juste planter, c'est supposé faire ça en toute quiétude. Go. Oui. Pourquoi est-ce que maintenant on doit mettre les signes de $ pour aller chercher la valeur des variables, mais pas tantôt? Ici, c'est que c'est deux constructions différentes de la gestion. Ici, quand je suis à l'intérieur de backtick, ok? Ça ici, c'est le mode spécial pour les chaînes de caractères. Dans le mode spécial pour les chaînes de caractères, c'est $ accolade pour avoir une évaluation. Quand je suis ici, je suis en mode JSX. Okay. Qui n'est pas la même chose, mais qui utilise des formations semblables pour faire des évaluations à l'intérieur. Donc, excellente observation. Il faut faire attention comme dans quel mode on est. Donc, pour l'interpolation de chaîne à l'intérieur de backtick, c'est $ accolade. Dans le JSX, c'est juste accolade. Les deux font la même chose, mais puisque c'est à des endroits différents, ça utilise des formats différents parce que qui c'est qui veut ça des standards pour qu'on comprenne? Hein? Ouais. Mais donc, les deux peuvent évaluer, hein, c'est ça? Ben c'est ça, oui, exactement. OK. Merci. Fait que on a le principe ici de notre évaluation de fonction. Dans notre JSX, on peut voir que tout est fonctionnel, tout est beau. Parfait. Qu'est-ce qui est encore plus intéressant? C'est de voir le principe ici. Et je vais vouloir faire ça comme ça. Fait que même principe que tantôt, hein, on a une fonction, on a un objet qu'on a créé,
Puis là, ce que je fais, c'est que je me fais une fonction intermédiaire. Okay? La fonction intermédiaire va être capable de dire si j'ai quelque chose dans le user, hein? Parce qu'on se souvient ici, le principe, c'est cet élément-là, ça se peut qu'il soit undefined si on n'envoie pas d'élément. Fait que si le user est là, parfait, là, renvoie la même chose qu'on avait tantôt. Mais si le user n'est pas là, renvoie une alternative à ce qu'on avait précédemment. OK? Donc, si je garde mon code pareil, je peux voir que ça me donne le Hugo Leblanc, mais si je décide d'utiliser getGreeting avec pas de user, hein, les informations GSX, c'est des expressions. Fait que je peux les mettre un peu n'importe où c'est que j'aurais une expression normale. Fait que je peux le mettre après une conditionnelle, je peux le mettre à l'intérieur d'une boucle, je peux faire un paquet de choses extrêmement intéressantes pour mes projets. OK? Donc, le JSX, extrêmement versatile, on est capable de l'utiliser un petit peu partout. Mais, ultimement, il faut toujours que quelque part, il y ait un React DOM, un React DOM render qui me permet de travailler avec. Parfait. C'est ici. Ça, c'est bon. OK. Dernière chose sur le principe de JSX, c'est que ça l'utilise pas mal la même nomenclature que le HTML, mais il y a quelques différences importantes à savoir. Donc, premièrement, quand on va travailler avec des éléments à l'intérieur de mes balises, je vais vouloir mettre les valeurs à l'intérieur de guillemets. OK, je peux pas juste mettre tab index égale à 0 comme on peut HTML. OK, parce que ça va être la valeur 0, fait que moi je veux que ce soit le texte 0. Si j'ai besoin d'avoir une évaluation, je peux utiliser les accolades. OK, donc ça aussi c'est possible. Puis on a aussi le principe des noms des différents attributs. OK, donc c'est pas purement du HTML, OK, c'est une conversion. Fait qu'il va y avoir ici des règles de nomenclature qui vont être un petit peu différentes. Les deux qui sont vraiment importantes, ben en fait, celle qui est vraiment la plus importante, c'est que quand je veux représenter une classe dans quelque chose, c'est pour que ça marche avec le CSS, je vais utiliser class name en JSX. Okay? Parce que le mot class est réservé en JavaScript, fait que je peux pas l'utiliser pour le mettre dedans. Fait qu'ils ont utilisé class name à la place. S'il y a des éléments qui sont tout en minuscule, ça va utiliser le camel case à la place. Fait que mettons tab index à la place de tab index avec un i minuscule. Puis, un peu comme les tags en HTML, si j'ai pas besoin d'avoir rien, je peux très bien commencer un tag en JSX puis juste mettre le / fermeture de balise. OK? Puis, c'est pas un problème. On a vu tantôt dans l'exemple initial de tutoriel qu'on peut avoir des balises dans des balises. Hein? Donc, on peut avoir ici le div, puis ainsi de suite. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, à cause de qu'est-ce qu'on avait parlé initialement, là, où c'est que ça l'essaye de faire des points-virgules automatiquement, là, quand on va avoir plusieurs éléments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer l'expression de parenthèses. Juste pour bien faire comprendre à notre compilateur de JavaScript que, hey, cette affaire-là, là, okay, c'est un bloc de JSX tout seul. Là. Fait que le principe, c'est que souvent, ce que vous allez voir, c'est qu'il va y avoir cette forme-là pour nos affaires. Donc, il y a le return. Je mets une parenthèse juste pour dire, oups, qu'il y a un bloc de stuff. Là, je mets qu'est-ce que je veux avoir à l'intérieur. Je pourrais faire même ça de même. Puis, là, je peux vraiment voir comme l'arborescence des éléments au besoin. OK? Donc, vous allez voir souvent ce genre de syntaxe-là. Parfait. Sinon, c'est pas mal ça pour le JSX. On va parler un peu de comment est-ce que React fait pour afficher les éléments. Donc, on a déjà parlé du root dans notre code. Là, nous autres, ce qu'on va faire, c'est on va remplacer tout ça.
Puis on va se donner une petite affaire. Juste un nouveau petit code. Fait que si je regarde ici, là j'utilise une méthode qui vient avec tous les navigateurs. Là, donc c'est une méthode générique des librairies de base de JavaScript qui s'appelle setInterval, qui va me permettre d'appeler une fonction à un intervalle donné. OK? Donc c'est simple. La fonction, je l'ai appelée tick, ok, j'aurais pu l'appeler banane, c'est moi qui ai donné ce nom-là. Puis on dit que ça l'affiche à toutes les 1000 millisecondes, donc à toutes les secondes, ça va appeler cette méthode-là, cette fonction-là. Et ici, on va juste mettre ça sur notre ligne pour bien voir que ça, c'est une fonction. Fait qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette fonction-là? Je déclare une variable, puis la variable, je l'envoie dans mon React DOM render sur mon div root. OK? Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à chaque seconde, j'appelle le render. Le render me permet de faire afficher mon élément. Puis mon élément, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? J'ai ici une évaluation, okay, qui va me donner le temps en chaîne de caractères. Fait que si je regarde qu'est-ce que ça me donne, j'ai ici une horloge. Wouhou! Puis je peux voir que à chaque seconde, ça change. Là, si je regarde, qu'est-ce qui est intéressant de voir avec ça? C'est le principe que le React DOM, ok, c'est vraiment quelque chose qui va être invoqué quand on va en avoir besoin. On peut voir ici que c'est pas du polling, c'est pas que la page essaye de se rafraîchir dès qu'elle peut. Hein? Il y a le principe ici de juste se rafraîchir quand elle est demandée, quand on en a besoin, qui me permet de faire en sorte que la page reste efficace. Okay? C'est pas comme j'ai une variable qui a le temps, puis que j'essaye de la regarder à chaque fois, puis j'essaie de mettre à jour à chaque fois, puis j'ai 300 millions d'updates avec la même valeur sur la page. Non, ça va attendre. Ça va prendre son temps. Excellent. Fait que ça fait pas mal le tour de qu'est-ce que je voulais qu'on voit aujourd'hui côté matière. Là, on va aller regarder l'exercice qui est à faire aujourd'hui pour le prochain cours. Donc, le principe, c'est que pas mal à chaque cours, il va y avoir un petit exercice à faire. Les exercices sont évalués. Okay? Donc, c'est à vous de vous assurer que c'est fait. La majorité des exercices, au début, surtout, vont avoir des tests automatisés. Donc, on va voir comment regarder ça dans un instant. Mais, fait que là, je viens de mettre le lien dans le GitHub pour l'exercice d'aujourd'hui. OK. Fait que, il doit être complété pour le prochain cours. Puis, si il l'est pas, OK, donc on va voir comment savoir qu'il est complété. Là, il y a un gros crochet vert qui apparaît dans GitHub quand il est complété. On peut voir ici, il y a quelqu'un de mon autre groupe qui a réussi à le compléter à date. Bravo à lui. Donc, le principe, c'est que si c'est pas complété, la première heure du prochain cours va être consacrée à débugger ces affaires-là. Fait que si vous n'avez pas réussi à répondre à ça, on va le faire ensemble, on va l'avancer ensemble pour que vous soyez à jour à chaque période. Fait que, pour être certain que le monde qui ne sont pas là peut se lire. Donc, si vous réussissez à compléter l'exercice dans les temps, ben, ça veut dire que vous pouvez vous pointer 1 heure plus tard pour le cours. Hein? Fait que ça veut dire 9 heures le matin plutôt que 8 heures. Moi, je continue à me lever à 8 heures, mais pas vous. Vous avez la possibilité. Okay? Je suis clément comme ça. Fait qu'on va regarder comment est-ce que ça se passe, les exercices pour des applications en React.
OK, donc, on a le même principe que la dernière fois. Vous allez cliquer sur les liens que je vais donner, ça vous donne un repo, puis il va falloir aller cloner premièrement ce repo-là, puis après ça, faire des modifications, le mettre à jour. Là, ici, il va y avoir un changement important quand vous allez travailler avec un repo de React spécifiquement. OK? Parce que le principe, c'est que quand on travaille avec un projet qui a des librairies externes, on ne veut pas avoir les librairies externes qui sont sauvegardées sur GitHub. Puis on ne veut pas les sauvegarder dans le projet Git. Parce que c'est un paquet de fichiers qui ne servent à rien de nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Fait que si on regarde ici, on a l'arborescence du projet public, du projet sur GitHub. Puis si je regarde l'arborescence normale, je peux voir que le dossier Node Modules, il n'est pas sauvegardé dans le projet sur GitHub. OK? Fait que ça, c'est fait par défaut, OK? Quand tu crées le projet, ça ne va pas sauvegarder ça dans ton arborescence Git pour t'éviter d'avoir des dizaines de milliers de fichiers qui sont juste des fichiers de projets externes qui ne font pas partie de ton projet à toi. Ben ça fait en sorte que quand on le clone, ça fait en sorte que la librairie n'est pas installée. Fait qu'il va falloir rajouter une étape pour installer la librairie de React quand je clone le projet. Donc, la première fois que je vais cloner le projet, donc ici, on va terminer ça. Je vais vous le montrer. Encore une fois, tu peux le faire avec WebStorm, tu peux le faire avec Visual Studio Code. Je change à chaque fois, fait que aujourd'hui, on a Visual Studio Code. OK? Puis, je vais aussi montrer des manières alternatives de faire les choses. Fait que premièrement, quand je veux cloner un élément, je vais partir ça en fait. Quand je veux cloner un projet, je peux le faire par la ligne de commande. Donc, si vous avez installé GitHub, ça va très bien, il faut continuer à travailler avec ça. Moi, je vais vous montrer des manières alternatives à chaque période pour approfondir nos connaissances en Git. Puis, même si tu le télécharges avec l'invite de commande, si tu clones avec l'invite de commande, tu peux après ça retourner à GitHub Desktop pour faire tes commits, puis ainsi de suite, puis tes push. Fait que le principe, c'est que je vais vouloir faire un clone, fait que je vais aller... il faut avoir Git d'installer, en passant. Fait que avec GitHub Desktop, vous n'allez pas avoir Git d'installer par défaut, il faut aller l'installer manuellement. Si tu cherches Git sur Google, tu vas pouvoir l'avoir. Si tu as un ordi qui n'est pas Windows, habituellement, ça vient avec. Fait que, on va aller dans notre dossier où c'est qu'on va aller cloner ça. Excellent. Fait que, pour cloner, on a Git, on a la commande clone, puis ici, sur le site de GitHub, quand je vais sur le code, j'ai la commande que je vais avoir pour le cloner. OK? Fait que, quand j'ai le code, je peux clone, puis là ici, ça me permet de le cloner. Fait que je peux cloner ça ici. Puis ça fait en sorte que j'ai maintenant le dossier qui existe à l'intérieur ici. Et ici, je peux ouvrir Visual Studio Code dans ce dossier-là pour partir mes affaires correctement. Fait que dans le... fait que je vais pouvoir en fait mettre ça en plein écran maintenant. Ouais. Fait que dans le dossier qui a été cloné, on a toujours un README. Donc le README va démontrer c'est quoi qu'il faut que j'aille comme travail. Fait que ici, on dit, bon, il va falloir avoir une application qui va traiter avec des citations dans notre projet. Parfait. Donc, on a... ici, tout est beau. Tous les éléments qu'on a besoin de travailler avec. On va voir qu'on a un npm test de disponible. Parfait. Fait que on veut que ça nous donne ça à la fin.
OK, donc on va avoir une application, il va y avoir des citations, puis je veux que ça m'affiche 3 citations, puis je veux qu'à chaque fois qu'on va rafraîchir la page, les citations changent. Fait que, comment est-ce que je commence à travailler avec ça? Bon, premièrement, comme j'ai dit tantôt, en ce moment, je n'ai pas les librairies d'importer. Okay? Je ne peux pas commencer à travailler sur le projet tout de suite. Fait que la première chose qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille dans mon terminal, okay? Puis que j'installe les librairies. Donc, avec les projets de Node.js, on a des fichiers, un fichier qui s'appelle package.json. Puis, à l'intérieur de ce fichier-là, il y a la liste de toutes les librairies que j'ai besoin d'installer. Fait que pour être capable de installer ces librairies-là, j'utilise la commande npm install. OK? Donc, comme j'ai dit, npm ou yarn install, les deux fonctionnent. OK? Puis ça va aller télécharger les différentes librairies, puis ça va les installer dans le dossier du projet. OK? Donc, habituellement, le npx create react app, il le fait pour toi, mais quand tu clones un projet déjà existant, c'est à toi d'installer les librairies avant de commencer à pouvoir utiliser ton application. Parfait, fait qu'on laisse travailler là-dessus pendant ce temps-là. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce qui nous est fourni. Okay? Donc là, ici, j'utilise ce qu'on appelle le scaffolding, là, qui est l'architecture de base d'un projet React. Donc jusqu'à présent, on a fait les tutoriels, puis on a fait comme le début, où c'est que c'était juste comme le minimum requis. Là, okay? Mais là, on va voir une application standard, de quoi ça a de l'air. Fait que dans une application standard, il y a le principe de notre index.js, okay? Puis à l'intérieur du index.js, il va y avoir notre app, okay? Qui va être notre application principale. Fait que le principe ici, c'est que dans les projets habituels, on va avoir ce fichier-là qui va toujours rester pareil. Donc le index.js, c'est un fichier qui est obligatoire, okay, dans les projets, puis qui va être loadé automatiquement, puis c'est de lui que tout va découler. Fait qu'habituellement, lui, on essaie de ne pas y toucher. Fait que nous, ce qu'on va avoir, c'est une application, okay, qui va être dans le app.js, puis c'est là qu'on va commencer à travailler. OK, donc nous, où c'est que ça va se passer? C'est à l'intérieur du app.js. On peut voir ici, on a déjà un petit peu de stock. Fait que ici, on va faire notre npm start ou notre yarn start. OK. Qui devrait nous ouvrir la page. Puis après un petit certain moment, nous ouvrir la page principale de l'app. Fait que pour l'instant, on a une fonction qui retourne le code que je veux avoir. OK? Donc ici, rien de trop fancy. Puis ce que je veux, c'est avoir des citations. Donc moi, je vous fournis un fichier dans ce dossier-là qui est quelque part, le quotes, ouais. Le fichier quotes.json, okay, qui est un tableau de quotes. Okay? Donc, il y a des quotes, il y a des auteurs. Puis, je vous montre comment l'utiliser ici. Fait que je crée une liste, puis si, admettons, j'enlève le commentaire pour le console log, puis on s'en va voir ici dans mes éléments. Je peux aller voir dans ma console. Okay? J'ai un tableau, okay, de 102 quotes. Puis pour chacun des quotes, j'ai l'auteur puis le nom de la quote. Okay? Donc je peux voir que je l'ai loadé dans mon application, j'ai réussi à l'utiliser dans un console log, ça va bien. Parfait. On a, à partir de là, c'est à vous de
travailler avec ça pour être capable de faire la page qui est demandée. Donc, une page web avec 3 quotes, okay, avec le texte du monde puis des auteurs. Une fois qu'on va avoir ça, on peut tester notre application. OK? Donc, une fois que je peux terminer ici mon développement, ici, oui. On va le réouvrir. Parfait. Fait que je peux faire npm test à la place de start. Donc, npm test va me permettre de tester, okay, par rapport à des tests qui sont fournis, okay, sont dans le app.test.js. On ne regardera pas comment les tests sont faits pour l'instant. Okay, c'est moi qui les ai faits pour tester que ça fait qu'est-ce qu'on a demandé. Fait que ici, c'est une application qui me permet de dire, OK, ben, est-ce que ça l'affiche qu'est-ce que je veux? Fait que ici, je vois que c'est comme un test automatique. Je peux voir en ce moment qu'il y en a 2 qui ont failé. Puis si je remonte, je peux voir ici que j'ai des tests, okay, qui s'attendent d'avoir des citations d'une liste. Fait que j'ai un test pour avoir une citation, puis j'ai un test pour avoir 3 citations différentes. Fait qu'on peut voir ici qu'en ce moment, les 2 tests ne fonctionnent pas. Si je dis, OK, je vais essayer de faire juste un test rapide, je peux mettre une citation ici. OK, fait que si je veux une citation, il faut que ça soit à l'intérieur d'accolade, hein, parce que je vais aller chercher les citations dans ma liste de quotes. Fait que ici, j'ai... je vais comme ça. Comme ça. Puis, on va aller chercher le quote lui-même. Fait que ça va dans ma liste. Ma liste, c'est un tableau de quotes. J'ai un tableau, puis oups. Puis, dans le tableau, je vais chercher l'élément quote. Puis là, je peux voir qu'à ce point-là, il y en a un des 2 qui a passé. Parce que j'ai réussi à afficher un quote de la liste, mais quand j'ai essayé d'en afficher 3 de suite, ça ne marchait pas. OK? Donc, le principe ici, c'est je veux avoir quelque chose qui va être aussi aléatoire. OK? Fait que je vous conseille de vous créer une petite fonction, aller regarder comment trouver des nombres aléatoires, puis cette fonction-là retourne une quote aléatoire, puis vous pouvez l'utiliser après ça dans l'application. Fait que le principe, c'est que quand vous allez faire ces commits-là sur GitHub, les tests vont être roulés automatiquement pour savoir est-ce que ça passe ou pas. Donc, les tests qui ont été roulés, là, okay, quand ils vont tous être passed, puis que vous allez faire votre commit, quand vous allez retourner sur GitHub, vous allez pouvoir voir que sur votre commit, il va y avoir un petit crochet vert à la place d'un petit crochet rouge. Okay? Parce qu'en gros, lui, à chaque fois que tu vas faire un commit, il va repasser les tests, puis il va te dire est-ce que ça passe ces tests-là ou pas. Donc ça permet, quand tu fais un gros projet, okay, de t'assurer qu'à tout moment, les fonctionnalités sont là, puis comme fonctionnelles. Et voilà, c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire sur le travail d'aujourd'hui. Donc moi, je vous laisse le restant de la période pour travailler là-dessus. Évidemment, si vous êtes pogné quelque part, surtout au setup, là, pour être certain d'avoir un projet fonctionnel, de commencer à travailler dans le app.js, d'installer avec le npm install, ok, n'hésitez pas à me